Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous suivre sur la plateforme Evenprod Sénégal. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater de nos différents programmes. Bienvenue dans votre émission Grand Témoin, votre nouvel espace de réflexion et de débat constructif. Comme vous le savez, nous y accueillons des experts reconnus, des figures emblématiques, des décideurs clés et des acteurs du changement pour qu'ils partagent leurs analyses, leurs perspectives et leurs expériences sur les sujets brûlants qui façonnent notre Sénégal, notre Afrique. Notre grand témoin a été très actif dans le débat socio-économique ces dernières années. Il est écrivain, docteur en banque et finance. Il est aujourd'hui le secrétaire permanent du comité d'orientation stratégique du pétrole et du gaz. Grand témoin, Chérif Diop, docteur Khadim Bamba Diagne. Bonjour, docteur Khadim Bamba Diagne. Bonjour Chérif, un plaisir de répondre à l'invitation de Evenprod et aussi du Grand Témoin. Du Grand Témoin, et on est très heureux en tout cas à Evenprod de vous recevoir comme Grand Témoin. On va parler des enjeux et défis de l'exploitation du pétrole et du gaz au Sénégal. Vous allez nous aider à y voir clair, plus d'1 an après la production des premiers barils de pétrole sur le champ de Sangomar. D'abord, ça ne vous a pas échappé, la mini-controverse suite à votre déclaration relative à la valeur financière de 1536 milliards de francs CFA qu'a généré l'exploitation pétrolière depuis le 11 juin 2024. 67 milliards francs CFA. J'ai envie d'ajouter seulement, reviennent au Sénégal, un chiffre contesté par certains experts quand même. Maintenez-vous vos propos ou allez-vous préciser votre pensée? Bon, en fait, il n'y a pas de maintenir ou de préciser une pensée. Les gens ont lu juste une page, une ligne, la première phrase, et je pense qu'il y a un texte, c'est un entretien. Oui. Je me dis que c'est beaucoup plus intéressant pour ceux qui contestent de lire l'interview. Je pense que la phrase qui suit a une continuité des autres ressources, que ce soit de Petrosen, mais aussi des impôts, celles aussi d'autres taxes qui s'y ajoutent. Oui. Maintenant, il faut comprendre comment ça se passe dans le milieu du pétrole et du gaz. Alors, si vous avez 1000 milliards, l'entreprise, parce que c'est un secteur à haute intensité capitalistique, il faut beaucoup d'argent pour exploiter le pétrole et le gaz. Maintenant, d'habitude, les compagnies viennent avec leur argent, avec leurs propres moyens, de propres ressources. Alors, je dis n'importe quoi. Une compagnie qui met 1000 milliards ou bien 5000 milliards pour exploiter un champ pétrolier. La compagnie va signer avec l'État du Sénégal ou bien un autre État un contrat pour dire que chaque année, je prends 75% des ressources pour rembourser la dette, parce que d'habitude, les compagnies contractent aussi dans des banques internationales avec des intérêts. Et donc, le pétrole, ce n'est pas comme le gaz. L'exploitation du gaz, c'est un plateau. Oui. Mais le pétrole, en fait, c'est une courbe descendante. Les premières années, la production est importante, mais chaque année, la production diminue. Donc l'entreprise va mettre en place une stratégie pour rembourser le maximum d'argent pendant les 3, 4, 5 premières années. C'est ce qui justifie que si l'entreprise fait 1000 milliards, les 750 milliards, c'est pour le remboursement de la dette. Oui, pour être précis quand même sur le chiffre de 67 milliards, parce qu'il a beaucoup tourné, hein, ce chiffre, vous l'avez vu. Rappelons donc cette déclaration sur 1536 milliards générés. Le Sénégal a eu que 67 milliards, mais vous précisez que ça, c'est compte non tenu des autres ressources, que ce soit les 30%. Il y a le chiffre, par exemple, de 516 milliards qui a été avancé par d'autres experts. Est-ce que c'est quelque chose que vous pouvez confirmer ou pas? Les 116 milliards, c'est si vous prenez la part de l'État plus la part de Petrosen, oui, c'est possible. Oui. Mais en fait, il faut voir qu'il y a l'État, parce que Petrosen aussi, on oublie qu'on a emprunté de l'argent pour Petrosen à la compagnie, qu'une fois que Petrosen reçoit cet argent-là, elle est obligée de rembourser aussi ce qu'on appelle les cash flows, répondre aux compagnies qui ont prêté de l'argent aussi à Petrosen. Oui. Et donc, une grande partie de ces ressources-là sert à rembourser aussi, parce qu'on a emprunté beaucoup d'argent aux compagnies. Oui. Et les compagnies prêtent en sachant qu'elles exploitent les ressources,
l'argent passe entre leurs mains. Et donc, si Petrosen, par exemple, si on prend l'exemple de Sangomar, 18% appartient à Petrosen. Oui. Le Sénégal a emprunté de l'argent pour être dans le capital. Oui. Mais dans le capital, quand on rembourse les cost oil, c'est-à-dire les 75%, il y a la part de Woodside, mais la part de tous les actionnaires. Oui. Maintenant, si vous devez aussi de l'argent à Woodside, vous prenez l'argent pour rembourser aussi à Woodside. Oui. Maintenant, sur les 25% qui restent, c'est là où l'État a sa part. Oui. Après, Woodside aussi à 82%, Petrosen 18%. Les 25% qui doivent être répartis sous forme de profit entre les compagnies et l'État du Sénégal. Et l'État du Sénégal. Quelqu'un peut voir les 67 milliards pensant que c'est faible. Oui, c'est très faible. Oui. Mais l'entreprise qui a mis son argent aussi a contracté avec les banques internationales est obligée de sortir rapidement parce que, comme je vous dis que c'est une pente descendante, la chose peut passer de 100 000 barils jour à 50 000 barils jour. Et avec 50 000 barils jour, si tu n'as pas récupéré tes capex, ton investissement dès les premières années, ça peut être compliqué. Et tout ceci tenant compte de la nature des contrats signés. Oui. Oui. Et ce sont des contrats que vous remettez en cause, que vous contestez en somme. Aujourd'hui, il y en a beaucoup qui sont encore en cours de renégociation. Où en sont vos travaux? Est-ce qu'un contrat a été renégocié ou va-t-on vers réellement l'effectivité de cette renégociation de contrat? Alors, le président de la République a décidé, août 2024, à mettre en place un comité de renégociation qui dépend de la primature. Oui. Alors, les gens pensent que c'est simplement les contrats sur le pétrole et le gaz. C'est presque tous les contrats. Tous les contrats, ça veut dire? Ça veut dire que ce n'est pas seulement sur le pétrole et sur le gaz. Oui. Les contrats sur les mines, il y a des contrats sur l'hydraulique, il y a vraiment beaucoup de contrats. Et heureusement ou malheureusement, on pense souvent que c'est seulement sur le pétrole et sur le gaz. Mais puisqu'on parle du pétrole et du gaz. Alors, maintenant, sur les contrats du pétrole et du gaz, on a commencé les travaux. Oui. Ça ne va pas être simple, on le sait très bien. Oui. Mais quand même, l'idée pour nous, c'est quelle est la finalité quand vous exploitez le pétrole et le gaz dans votre pays? La finalité, c'est qu'il y ait un impact positif sur l'économie, sur le prix de l'énergie, sur la transformation structurelle, sur l'activité économique. Le Sénégalais moyen qui voit qu'on a du pétrole, on a du gaz, pense naturellement que le prix de l'énergie doit être diminué, le prix de l'essence, le prix du gasoil. Mais quand tu vois, par exemple, comment les contrats sont montés, quelque part, ça peut être extrêmement compliqué pour nous. Les ressources que nous tirons de ces contrats-là, que ce soit avec Woodside, que ce soit avec BP et Cosmos, ça peut être compliqué si ça continue comme ça. Oui. C'est-à-dire, compliqué, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le business ne va pas être rentable pour nous. Pour le Sénégal? Pour le Sénégal. Et donc? Et ce que nous voulons, c'est renégocier, discuter avec les compagnies pour qu'on puisse comprendre que la finalité, nous, ce qui nous intéresse, c'est que les Sénégalais puissent sentir l'effet du pétrole et du gaz. La renégociation, c'est toujours une volonté aujourd'hui? Ça, c'est clair, ça, c'est clair. Je pense que parfois, le mot peut être lourd. Oui. Mais ce qui est important, c'est que discuter avec des partenaires qui comprennent que la finalité, nous, qui nous intéresse, c'est qu'on puisse tirer notre épingle du jeu avec le pétrole et le gaz. Oui. Parce que si ça continue comme ça, nous allons voir le pétrole, nous allons voir le gaz, mais il sera difficile de régler le problème de l'énergie, de régler le problème de la stratégie de l'industrialisation que nous voulons avoir, la stratégie de l'électrification avec le gaz, qu'on appelle gaz to power et tout cela, il sera difficile de le réaliser. C'est un engagement du président de la République, mais à date, est-ce que les travaux avancent réellement avec les compagnies? Ouh là là, très bien. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le monde des affaires, quand vous avez des contrats à renégocier, la compagnie peut quelque part jouer sur le temps. Oui. Donc après, il faut trouver des stratégies, discussions, essayer de voir comment faire pour que la compagnie gagne dans l'exploitation du pétrole, parce que nous aussi, nous prenons en compte quelque part le cash flow de la compagnie, mais ce que nous voulons aussi, c'est qu'en tant que pays,
producteurs de pétrole et de gaz, que ça impacte sur nous, que ça impacte sur l'industrialisation. Les ressources, par exemple, que nous gagnons du pétrole et du gaz, c'est peanuts par rapport à ce que nous attendons dans l'activité économique, dans la transformation structurelle. Et dans les discussions, nous, ce qui nous intéresse, c'est nous voulons plus de gaz. Oui. Parce qu'on ne peut pas avoir une stratégie gaz to power avec, quelque part, jusqu'à présent, le Sénégal, s'il veut du gaz, est obligé de l'importer. Oui. Alors que nous produisons du gaz à Saint-Louis. Mais est-ce que les compagnies sont réceptives à cette renégociation aujourd'hui? Ah mais oui. Maintenant, c'est des discussions. Naturellement, dans le monde des affaires, ce n'est jamais facile dans un premier temps. La première réponse, c'est oui, on va respecter les contrats, oui, vous l'avez signé, il ne peut se prévaloir de sa propre turpitude, ainsi de suite. Maintenant, c'est à nous de mettre en place des arguments solides sur la table. Est-ce que nous pouvons accepter avoir du pétrole et du gaz et que ça n'impacte pas sur l'économie, ça n'impacte pas sur les ressources publiques? Oui. Non. Je pense que dans la discussion, on va le faire avec beaucoup de diplomatie, avec beaucoup d'intelligence, mais l'idée pour nous, c'est d'inviter les compagnies à comprendre que nous n'accepterons pas, dans ce business-là, de peur de ne pas tirer notre épingle. C'est un impératif, donc, cette renégociation. Sinon ça n'a pas de sens si ça continue comme ça. Parce que tout le monde pense que le pétrole et le gaz doivent impacter. Le fait que les Sénégalais attendent beaucoup de choses du pétrole et du gaz nous motive à discuter, à montrer aussi aux compagnies que ça, c'est la condition per quam va passer la stabilité de notre pays. Je pense que les compagnies sont réceptives de cette demande. Nous ne demandons pas quelque part, c'est pas pour les perturber, mais ce que nous demandons, c'est que le pétrole et le gaz impactent sur nous. Et je pense que c'est une demande légitime que les compagnies comprennent. Et nous continuons la discussion et je pense que nous allons utiliser toutes les voies civilisées et légales pour, quelque part, tirer notre épingle du jeu. Un mot sur la souveraineté énergétique. Vous en parlez d'ailleurs, qui est vraiment une nécessité également. Le Sénégal va mettre fin à l'importation de gaz dès 2026, a récemment annoncé le Premier ministre. Quelle est la base de cette décision? Est-ce une ambition techniquement atteignable? L'idée, c'est qu'on a besoin de switcher du pétrole au gaz qui va coûter moins cher. Oui. Et donc, si le gaz coûte moins cher, mais est-ce qu'on va acheter du gaz en dehors, je dis n'importe quoi, au Moyen-Orient ou bien en Europe, alors que tu as du gaz à deux pas de chez toi? C'est une économie de 140 milliards. Ça, c'est clair. Oui, dit Ousmane Sonko. Mais dès 2026, franchement, on peut y aller. Ah, mais tout ça, c'est une demande qu'on va faire. Et dans le CRPP, contrat de recherche de partage, on a demandé, on a dit que les États peuvent quelque part exprimer leurs besoins en termes de gaz pour l'année 2026, par exemple. Nous voulons plus de gaz. Et le gaz, ce que le Premier ministre a dit, les 146 milliards, on peut avoir même plus. Parce que la finalité, pour nous, c'est quoi? Une fois qu'on a le gaz, nous l'utilisons comme, quelque part, facteur pour industrialiser. Parce qu'une fois que le coût de l'énergie diminue, le Sénégal n'est pas n'importe quel pays. C'est-à-dire une fois que tu diminues le coût de l'énergie, plus le facteur stabilité, on joue sur la fiscalité et là, on peut être un pays producteur pour le reste de la sous-région. Mais de quel gaz parle-t-on? On parle de Grand Tortue Ahmeyim? Oui. Qui doit venir jusqu'à Dakar, tout en tenant compte des gazoducs à construire, 400 km de gazoducs. Vous pensez que d'ici là, on peut terminer les travaux? Oui, en fait, mais il y a tellement de stratégies qu'on peut utiliser. Le réseau gazier est en train de faire un travail, c'est une chose. Il y a la centrale de Gandon qui va terminer rapidement pour linker 250 MW dans le pipe. Le réseau peut prendre du temps, mais il y a d'autres stratégies qu'on peut utiliser pour quelque part transporter le gaz, parce que le gaz, c'est pas seulement les gazoducs, il y a des barges que les gens peuvent mettre en place. Oui, il y a des stratégies et l'État est tenu de réfléchir sur ça. C'est pour cela qu'on s'est donné du temps jusqu'à 2026 pour pouvoir y réfléchir, parce qu'on a besoin, parce que la Sénélec est en train de switcher vers le gaz. Et donc, si la Sénélec switch ses tribunes du fuel au gaz, ça veut dire qu'il faut que le gaz soit disponible. Et là, tout ça, c'est une préparation et je pense que nous sommes en train de travailler sur ça. Une partie du pétrole est raffinée à la SAR? Oui, une partie du pétrole est raffiné à la SAR et l'idée c'est de développer, de mettre en place SAR 2.0, une autre SAR beaucoup plus moderne, parce que SAR c'est depuis les années 60 et elle est en train de faire un travail extraordinaire.
Mais on a besoin aussi de mettre une deuxième SAR et mettre en place à côté de cette deuxième structure-là une zone économique aussi pour avoir de l'électricité à moindre coût. Parce que tout se joue sur l'énergie. Absolument. Justement, ACA a une répercussion sur le prix de l'électricité et du carburant. Peut-on s'attendre à une baisse prochaine des prix ? On le sait, l'électricité et le carburant sont chers au Sénégal. Le carburant reste, l'essence en tout cas, vendue à 990 francs le litre, le prix le plus élevé de la zone UEMOA. Le Sénégal est à 91,84% le kilowattheure, l'un des pays également les plus chers. Donc pour les clients domestiques, la première tranche, on est à 91,17, précisons-le encore une fois. Est-ce qu'on peut s'attendre à une baisse du carburant et de l'électricité ? Moi, je relativise. Oui. Et je me rappelle quand le président Macky Sall parlait de ça en 2011 en disant que le pétrole passe au Sénégal pour aller au Mali et Mali vend l'essence et le gaz et le gasoil moins cher que le Sénégal. Oui, mais je suis économiste. J'ai l'obligation d'avoir une vue d'hélicoptère quand on fait une lecture économique. Il faut voir ce que ce pays-là a en termes d'éducation, en termes d'armée. En termes de bonne gouvernance. C'est comme ça qu'on juge. Oui, mais là, vous remontez à Macky Sall, mais Birame Souleye Diop, le ministre chargé du secteur, a lui promis, en tout cas, il dit que les acteurs du secteur travaillent à une baisse prochaine du prix de l'électricité. Tout à fait. Sauf qu'il faut avoir plus de gaz, comme je vous dis. Plus on a de gaz et que les tribunes switchent en gaz, le coût de l'énergie va être moins cher. Le gaz, pour l'instant, c'est voué à l'exportation. C'est ça aussi la difficulté. Oui, sauf que aussi, on n'a pas assez de logistique pour pouvoir utiliser ce gaz-là comme énergie. Ça, c'est un. La deuxième chose, c'est que l'énergie est subventionnée. La subvention est très lourde. Dans un premier temps, l'État va se soulager pour diminuer la subvention, mais à date, une fois que la finalité, c'est qu'une fois que le Sénégal, dans ses renégociations, arrive à avoir une grande partie du gaz exploité au GTA, ça peut affecter avoir des répercussions. Ah oui, mais ça, c'est pas demain la veille. 2026, c'est pas dès 2026, vous rejoignez le Premier ministre sur le coup. Ah mais non, c'est que le Premier ministre, ce qu'il a dit, c'est les travaux, que ce soit du ministère de l'Énergie, que ce soit de la Commission. Donc je pense que l'idée pour nous, c'est vraiment d'y aller. Parce que même la compagnie, que ce soit BP, que ce soit Cosmos, ces compagnies-là ont intérêt à ce que les pays d'accueil puissent bénéficier de l'exploitation de ces ressources-là. Et ça ne leur coûte absolument pas grand-chose. Parce que le Sénégal achète ce pétrole-là, ce n'est pas gratuit. Ces compagnies-là ne sont pas des enfants de cœur. Il y a un contrat en bonne et due forme. Ils font tout pour essayer de respecter. En plus qu'ils ont aussi investi. Il y a un investissement colossal. Tout à fait. Mais tu vois que Woodside, par exemple, avec le pétrole de Sangomar, a vendu à SAR. SAR a acheté le pétrole au prix du marché. Ça veut dire que ce n'est pas des choses qu'on va nous donner gratuitement. On va aller dans la JV, acheter le gaz ici, parce que le gaz coûte moins cher, l'utilisation du gaz est encore moins chère que le fuel. Donc si on switch au gaz, ça va diminuer les coûts. Et si on diminue les coûts de production, ça impacte sur les prix. Maintenant, il faut accepter que la subvention est lourde. Les subventions à l'énergie, c'est 4% du PIB. L'objectif pour l'État est de les contenir à 2%. Je cite Mamadou Aïdara Diop, interrogé par Fabrice Nguema de la CNTV. Dans le contexte actuel de la production de l'électricité, avec les charges qu'il y a sur le prix de l'électricité, enlever la compensation tarifaire versée à la Sénélec revient à augmenter le prix de l'électricité. Fin de citation. Ces ressources, en réalité, Dr Khadim Bamba Diagne, ne sont pas encore disponibles et suivre le FMI sur la suppression de la compensation tarifaire, communément appelée subvention, c'est créer un bouleversement social. On le sait, le Sénégal veut contenir, je l'ai dit, les subventions à 2% du PIB. Cette alerte du syndicaliste intervient dans un contexte de négociation entre le Sénégal et le FMI pour un nouveau contrat. On en parle tout juste après les explications d'El Hadj Kadergui. Contenir les subventions à l'énergie à 2% du PIB, la mesure est annoncée. Cependant, son application reste une autre affaire. Passer de 4 à 2%, soit une baisse de 500 milliards de francs CFA,
Telle est la volonté du gouvernement de Ousmane Sonko. Sauf que, si l'État suit le FMI, le bouleversement social sera sans appel, avertit Mohamed Habib Aïdara, le secrétaire général de la Sutelec, principal syndicat des travailleurs de la Sénélec, la société en charge de l'électricité. Pire, si le gouvernement suit les recommandations du Fonds monétaire international, sans pour autant prendre en compte les mesures d'accompagnement, le prix de l'électricité va connaître une hausse, alerte le syndicaliste. Actuellement, le prix de l'électricité au Sénégal est de 91,84 francs le kilowattheure, haute tension. La diminution du prix de l'électricité est inenvisageable sans une baisse des coûts de production, martèle Mohamed Habib Aïdara, parce que les charges qui définissent les prix sont presque incompressibles. Le FMI a toujours demandé à l'État du Sénégal de supprimer de façon graduelle les subventions coûteuses et non ciblées à l'énergie, une mesure qui ne devrait pas concerner la tranche sociale de la Sénélec qui avoisine 48% de sa base clientèle. Le Sénégal, donc, Dr Khadim Bamba Diagne, qui est entre ces deux situations, enlever graduellement les subventions, en même temps, si on le fait tout de suite et maintenant, ça risque d'avoir des répercussions sur le prix de l'électricité, avertit Mamadou Aïdara Diop. Comment analysez-vous cette situation ? Alors, le Fonds monétaire international, naturellement, demande chaque année la baisse des subventions. Parce que l'idée, c'est que le Fonds monétaire international demande aux États de faire des subventions ciblées. C'est-à-dire, il ne faut pas subventionner les riches, ce qui me semble être injuste. C'est-à-dire, subventionner des gens qui ont les moyens. On doit subventionner les personnes les plus vulnérables, ce qui est juste. Maintenant, après, si on prend le nombre de personnes riches au Sénégal, c'est peanuts. Et le travail qu'on doit faire pour les cibler, ça peut être encore, ça peut avoir des coûts. Et après, tout ça, c'est des scénarios que les gens font pour voir est-ce que ça vaut le coup ou non. Mais ici, il n'est pas question d'augmenter ou d'arrêter la subvention. L'idée, c'est de diminuer les coûts de production. Les coûts de production, comme je vous dis, si on passe du fioul au gaz, c'est le coût de production qui diminue. Si le coût de production diminue, c'est la subvention de l'État qui diminue. Mais l'idée, ce n'est pas de faire payer aux consommateurs une partie de la subvention. Vous avez parlé du FMI. J'interroge l'économiste financier. Comment voyez-vous la nature de la reprise annoncée ? C'est un dossier quand même qui traîne, parce que ça fait presque 12 mois maintenant. Est-ce que, au bout, lors du conseil d'administration du Fonds monétaire international qui devra trancher finalement ce nœud gordien, à quel type de programme on peut s'attendre? Est-ce qu'on peut penser à un retour de l'ICPE, donc un nouveau programme sans décaissement, ou bien comment voyez-vous la nature de la future collaboration? Naturellement, moi je pense que, comme je te l'ai dit tout à l'heure, Chérif, le fonds a besoin du Sénégal, comme le Sénégal a besoin du Fonds monétaire international. On avait un programme de 1,8 milliard de dollars qu'on a arrêté pour mieux y voir clair. Il faut continuer ce plan-là. Et le plus important pour moi, c'est que c'est nous qui avons signalé le taux d'endettement, pas le fonds. C'est-à-dire que nous pouvons continuer à cacher cette dette-là, ouvrir des comptes bancaires à gauche, à droite, essayer de rembourser les emprunts sans pour autant que le fonds soit au courant. Mais c'est nous qui avons décidé de dire au fonds que la dette n'est pas de 13 000 milliards, mais 23 000 milliards. Mais au vu des conséquences, est-ce que ça vaut le coup? Ça vaut parce que vous savez, la dégradation de notre note si j'avais et les conséquences sur le plan socio-économique, aller sur les marchés financiers, c'est encore beaucoup plus difficile. Nous avons des problèmes de finances publiques, a dit la dernière fois le Premier ministre lui-même. La situation est très très étriquée actuellement. Ce que je disais dès le début, cette gouvernance-là était piégée. Pour moi, l'année de 2024 à 2029, c'était un mandat piégé. Ce que les gens n'ont pas pris en compte, c'est que le Premier ministre, quand il parlait en septembre, il parlait de 83%. En décembre, on passe de 83% à 99%. En mars, on passe de 99% à 119%. Vous voyez comment ça évolue. Même le Sénégal ne savait pas exactement le niveau d'endettement. Mais c'est compte tenu également de l'endettement de 2024, qui nous a ramené à 119%. Non, en fait, les banques qui avaient prêté à l'État du Sénégal, quand tu prêtes à l'État du Sénégal, tu ne sais pas est-ce que ta dette est comptabilisée ou non. Parfois, une banque peut, à maturité, elle n'est pas payée, elle se signale.
Et c'est ça le problème, c'est-à-dire qu'il y avait des emprunts ou bien des entrepreneurs qui ont demandé de venir construire quelque chose. Après, l'État va vous payer, signé par le président ou par le ministre des Finances. Et par exemple, à date, personne ne vous paye et vous venez soulever, montrer l'emprunt que vous avez contracté, le contrat que vous avez avec l'État du Sénégal. Oui. Et là où c'est important, c'est la réputation. Oui. C'est-à-dire que nous avons gagné aussi une réputation avec le fonds. Avec Standard & Poor's, Moody's, Fitch, Dagon, Bloomfield, West African Rating Agency, toutes les agences de notation, c'est des variables quantitatives. Oui. Pour qui connaît comment on fait une notation. C'est-à-dire que si la dette, c'est des algos, hein, si la dette augmente, rapidement la note. C'est automatique. C'est automatique. Oui. Oui, mais ça détermine le risque payé aussi. Mais oui, mais sauf que ce qui est important, c'est qu'on avait des critères de convergence qui devaient, aujourd'hui, chaque pays ne devait pas dépasser 70%. Oui. Et le président Macky Sall a essayé en 2019, on n'a pas suivi quand il avait invité à Diamniadio la patronne du Fonds monétaire international et les autres pays pour qu'on puisse enlever le plafond de 70%. Oui, je ne sais pas, est-ce que tu te rappelles? Tout à fait, tout à fait. Les présidents ont dit non. Et moi, j'avais écrit un article pour dire que le président Macky Sall vient de dépasser les 70%. Il demandait le go des autres. Oui. Les autres ont refusé. Mais donc, dans sa tête, chaque année, on empruntait 1000 milliards hors budget. Oui. Alors, le Sénégalais que je suis, je voyais Le président Macky Sall a toujours demandé la réforme de la gouvernance financière mondiale. Oui, sauf qu'il sait très bien que si on a des critères de convergence, tous les pays respectent les critères de convergence, le Sénégal doit respecter les critères de convergence. Tout à fait. La règle, c'est la règle. Tout à fait. Et donc, on a dépassé les critères de convergence, mais pour moi, il faut tenir un langage de vérité, ce que le président de la République a fait, mener un combat, et le Fonds monétaire international salue ce courage que le Sénégal a, même si le Sénégal savait les conséquences qui l'attendaient une fois qu'on révèle le vrai montant de l'endettement. Mais pour moi, ça vaut le coup. J'aimerais que l'on revienne au secteur extractif. Une étape importante dans le processus de réforme du secteur extractif au Sénégal a été organisée. Je parle de l'atelier d'évaluation des codes pétroliers, gaziers et miniers tenu au début du mois d'août. Le Premier ministre avait donné un délai de 2 mois pour la mise à disposition de codes appropriés à la situation de notre pays, en appelant à l'élaboration de codes incitatifs et attractifs. Quels sont les axes de réforme prioritaires aujourd'hui? Alors, c'est des constats. Dans le secteur, les gens disent que depuis qu'on a mis en place le code de 2019, il n'y a pas eu de permis. Tout à fait. Alors, maintenant, c'est le chercheur qui parle. Il faut prendre d'autres éléments. Pourquoi on a mis en place le code de 2019? Premièrement, parce qu'on a découvert qu'on était un pays pétrolier et gazier. Ça veut dire que le Sénégal est devenu attractif. Il faut essayer de voir comment faire pour gagner plus. Ça, c'est un. Deuxièmement, le contexte. Parce que dans chaque analyse, il faut le contexte et le prétexte. Tout à fait. Le contexte, c'était l'affaire Aliou Sall, Timis Corporation, si tu te souviens. Absolument. Et donc, le président a voulu... Qui a éclaté tout juste après. Tout à fait. Et le président a voulu mettre des garde-fous. Ça peut être lourd. Troisième point d'analyse. Après, il y a la Covid, il y a la guerre russo-ukrainienne. Le monde s'est basculé. Et donc, tous ces éléments-là méritent d'être... C'est des variables qu'il faut prendre en compte dans l'analyse. Il ne faut pas avoir juste le raisonnement du côté court, dire qu'avec le nouveau code, il n'y a pas de permis, mais il faut analyser le contexte. Et je pense qu'il faut aller plus loin, voir comment les Ivoiriens font pour attirer, comment les autres font pour attirer. On va parler de la Côte d'Ivoire parce que c'est quand même assez intéressant ce qui se passe là-bas. Mais le code de 2019, donc si je suis un peu votre raisonnement, il est bon, mais il y a eu des facteurs exogènes qui ont empêché l'arrivée de nouveaux investisseurs dans ce domaine? Moi, je suis pour une évolution dynamique qui s'adapte par rapport aux besoins des investisseurs. Parce que les investisseurs aussi s'adaptent à des contextes. Il faut voir ce qui se passe. Parce que de 2020 à 2024, quand même, au Sénégal, sur le plan politique, et le monde, sur le plan avec la guerre ukrainienne, avec le monde qui évolue avec du fuel à l'énergie renouvelable, il y a tellement de variables qu'il faut prendre en compte. Comparé à la Côte d'Ivoire, vous en parlez, la Côte d'Ivoire, où sont présents des super-majors comme l'italien Eni, l'américain Exxon. On note 25 licences en cours, 7 en exploration, 3 en développement, 5 en production et 3 bases logistiques onshore gérées par AGL et une base gérée par Sea Invest en Côte d'Ivoire. Au Sénégal, nous avons 34 blocs
mais 7 seulement sont exploités. Qu'est-ce qui l'explique selon vous? Est-ce que c'est seulement le code ou il y a d'autres éléments à prendre en compte? En fait, c'est que nous, maintenant, la Côte d'Ivoire a commencé. Ouais. Nous sommes déjà un pays pétrolier et gazier. Et ce que nous avons découvert en termes de gaz et de pétrole, je n'ai rien contre la Côte d'Ivoire, mais c'est la Cour des grands par rapport à la Côte d'Ivoire. Oui, mais pour l'instant, l'attractivité, c'est ça le problème. Oui, mais c'est pour Nos cela. champs ne sont pas attractifs. Non, il faut prendre d'autres éléments en compte. Il faut voir ce qui s'est passé au Sénégal de 2021 à 2024, comme je vous dis, la situation politique, la situation économique, tout cela aussi, et voir la Côte d'Ivoire, la dynamique de la Côte d'Ivoire depuis 2011. Donc, il y a vraiment des facteurs qu'il faut prendre en compte dans l'analyse, parce que la Côte d'Ivoire a multiplié son PIB par 3 de 2011 à maintenant, par 3. Par 3, là où nous avons multiplié notre PIB par 1,3. Mais comment rendre nos champs attractifs, puisque c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui, maintenant que nous avons retrouvé un semblant de stabilité, enfin même pas un semblant, une stabilité politique. Est-ce qu'il faut plus de mesures incitatives? Qu'est-ce qu'il faut? Est-ce que par exemple ce qui se passe avec Woodside actuellement, qui a un différend avec le fisc sénégalais, ne risque pas d'aggraver cette fuite des investisseurs? En fait, pour moi, c'est tout à fait normal. Les gens pensent qu'il y avait Cosmos et BP, qui sont les meilleurs amis, étaient au tribunal. Pour vous dire que dans le monde des affaires, ce n'est pas des choses... on peut aller au tribunal parce que le tribunal juge, après on passe à autre chose. Et je pense que ce qui est important à ce genre de problème, s'il y a des difficultés pour trouver une solution consensuelle, d'aller au tribunal, c'est d'avoir aussi une jurisprudence pour une prochaine fois et passer à autre chose. Le Sénégal demande 40 milliards à Woodside. Après un premier recours infructueux au tribunal de grande instance de Dakar, le groupe, donc Woodside, dit être convaincu d'avoir agi conformément aux réglementations applicable au contrat de partage de la production de Sangomar et à l'accord avec le gouvernement hôte, donc en l'occurrence le Sénégal. Là, on fait référence au contrat. Est-ce que vous pensez que ce dossier qui arrive, encore une fois, 3 mois après le début de l'exploitation, ne risque pas de ternir un peu notre attractivité? Dans le monde des affaires, il ne faut pas avoir peur d'aller toujours au tribunal. Il ne faut pas avoir peur. Parce que le tribunal nous permet d'avoir une jurisprudence. La prochaine fois, parce que nous sommes un nouveau pays qui est dans l'exploitation du pétrole et du gaz, tout ce que nous avons comme jurisprudence va nous servir pour les prochains business. Et Woodside est là pour un bon bout de temps. Il est là pour 20 ans, 25 ans, 30 ans. BP est là pour un bon bout de temps. Quand les compagnies mettent en place leur business plan, elles oublient l'État. Elles cherchent comment maximiser nos profits et minimiser nos pertes. Malheureusement, si ce n'est pas des États structurés où il y a des avocats, des financiers qui vont répondre quelque part au niveau des compagnies, parce que les compagnies sont plus riches que l'État, qui ont des cabinets énormes. Absolument. Maintenant, si ces compagnies-là ne prennent pas en compte les intérêts de l'État en question, c'est foutu pour les États. C'est pour cela qu'il faut les inviter à comprendre que venir au Sénégal, exploiter les ressources, laisser les externalités négatives et partir, ce n'est pas gentleman, ce n'est pas élégant pour les compagnies. Les compagnies sont plus riches que l'État, vous avez parfaitement raison. Ne serait-ce que la deuxième phase de Sangomar nécessite environ 2,5 milliards de dollars. Et justement, malgré le contentieux en cours entre le fisc et Woodside, le pétrolier australien se projette dans cette deuxième phase. Est-ce que des discussions sont déjà ouvertes ou pas? Mais oui, en fait, c'est pour ça que je vous dis, le fait d'aller au tribunal, c'est 1000 fois rien. C'est pas un scandale. Non, c'est pas un scandale dans le monde des affaires. C'est un problème qu'on règle parce que chacun veut avoir une jurisprudence. Aujourd'hui, c'est nous qui allons négocier. Et une fois que nous redémarrons les renégociations sur ces questions-là, nous allons essayer de voir comment faire aussi pour tirer notre épingle du jeu. Parce que nous sommes un pays pétrolier et gazier. Les autres pays cherchent. Nous avons déjà trouvé. Et nous avons même trouvé, Yakateranga n'est pas encore touché. Justement, ça c'est la grosse équation. Yakateranga, la décision finale d'investissement a été espérée. Mi-2025 et l'évolution de ce projet est liée à l'engagement d'un nouveau partenaire. Où en êtes-vous aujourd'hui? Oui, c'était avec Cosmos. C'est vrai que BP était parti. BP est parti et Cosmos a racheté les parts. Oui. Mais Cosmos, c'est une compagnie junior. Oui, une fois que... Merci d'avoir donné toutes ces informations-là au Sénégal. Mais c'est important. C'est important. Et une fois qu'on a une grande compagnie,
la chose peut démarrer. Maintenant, il faut être aussi audacieux comme l'actuel directeur de Petrosen Holding, Alioune Gueye, qui veut que les Sénégalais cotisent pour qu'on puisse exploiter Yakar Teranga. Parce que l'idée, c'est Yakar Teranga, comme son nom l'indique, Yakar Teranga. Toutes les stratégies qu'on avait sur le gaz to power reposaient sur Yakar Teranga. Absolument. C'est pour cela que, quelque part, le Sénégal avait même délaissé les autres. Tout à fait. GTA et tout cela. Maintenant, GTA est là. Comme son nom l'indique en Wolof, Yakar, espoir. Et donc, si les Sénégalais pouvaient faire un crowdfunding, cotiser et avoir une part importante de ce champ-là, l'impact va être ressenti rapidement. Considérable. Et le président de la République a fait le plaidoyer, en tout cas pour demander aux investisseurs américains. Il l'a fait devant le président Trump, il l'a fait à Paris, à la REF, il l'a fait au Japon, parce que ce champ-là doit être aujourd'hui utilisé. En tout cas, c'est le champ qui peut nous permettre d'atteindre tous nos objectifs en termes de gaz, power et de gaz de Et pour ça, il faut avoir un investisseur balèze. Il faut avoir un investisseur balèze. C'est le super major. Maintenant, sauf que cette fois-ci, nous allons voir comment faire pour que le Sénégal tire son épingle du jeu. On ne va pas chercher une compagnie qui va venir mettre en place un business plan qui, quelque part, tourne vers l'extérieur, qui arrange plus la vente à l'étranger que la transformation structurelle de notre économie. L'idée pour nous, c'est que Yakar Teranga doit impacter en termes de production, en termes aussi d'utilisation de la stratégie gaz to power, en termes d'utilisation de la gaz de l'industrie. Je pense qu'on y est. Il y a des compagnies qui se signalent. Maintenant, après, il appartient au Sénégal de ne pas faire, pour moi, les mêmes erreurs qu'on a fait. Il y a des compagnies, des super majors qui se signalent pour Yakar Teranga. Oui. Des Américains, des... Bon, après, on est dans le monde des affaires. Chacun voit ce que l'autre qui est là-bas. Mais quand même, il y a, au niveau de Petrosen, Petrosen reçoit continuellement des compagnies qui veulent... Pour Yakar Teranga. Oui. On avait parlé de Malaisiens en moment. En tout cas, il y a des compagnies qui se signalent. Maintenant aussi, l'option d'essayer de voir comment faire pour que les Sénégalais ou bien les Africains puissent voir comment participer pour qu'on puisse sentir l'empreinte nationale, avoir des parts importantes dans Yakar Teranga. Parce que Yakar Teranga, pour moi, c'est quelque chose qui peut transformer le Sénégal. Parce que je le dis souvent, le Sénégal est un pays-région. Parce que pour moi, l'erreur, c'est... On a du pétrole. Donc actuellement, vous en êtes à l'étude de dossier pour Yakar Teranga? Pas l'étude de dossier seulement, pas l'étude de dossier. Je pense que... Ou bien vous cherchez des investisseurs tout simplement? Il y a des investisseurs, mais sauf qu'après, il faut prendre en compte ce que le Sénégal veut, ce qui arrange le Sénégal. Et pour moi, le travail aussi, c'est ça. Qu'est-ce qui nous arrange? Et une fois qu'avec Yakar Teranga, on ne doit pas vraiment vivre ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, avoir des ressources et que ça n'impacte pas sur le développement. Question subsidiaire. La société Heliconia, en charge du Medivac, donc l'évacuation médicale et du transport d'équipage par hélicoptère, est la seule à offrir ce service au Sénégal aujourd'hui. Est-ce que ce n'est pas quand même un risque? Est-ce qu'il ne faudrait pas avoir une autre compagnie pour aller dans ce segment? C'est relatif, hein, et je pense que c'est un dossier qui me semble être problématique, parce que je pense qu'il y a une entreprise que j'ai vue... parce qu'à date, il n'y a que Heliconia qui offre ce service sur les plateformes. Oui. Non? Sur les plateformes, oui. Il n'y a que Heliconia qui va dans les différentes plateformes. Oui. Il y a d'autres sociétés qui veulent y aller? Oui, dans le contenu local, hein, parce que dans le contenu local, il y a d'autres entreprises, hein, il y a d'autres qui peuvent fournir le même service. Le même service. Maintenant, après, c'est des appels d'offres. Il y a des entreprises quand même. Moi, je reçois des entreprises qui disent qu'elles peuvent faire autre chose. Elles peuvent offrir le même service. Et donc, après, le contenu local va essayer de voir comment faire pour qu'on mette toutes les entreprises au même pied d'égalité. Parce que aussi, et privilégier les nationaux, s'il y a des nationaux. Parce que d'habitude, les entreprises peuvent être ouvertes au Sénégal avec un soi-disant capital sénégalais, mais parfois tournées vers des entreprises étrangères. Et tout cela, maintenant, nous, avec le nouveau secrétaire technique du contenu local, Dr Mor Bakhoum, on étudie les choses en profondeur pour voir les vrais bénéficiaires effectifs. Parce que c'est cela que le contenu local maintenant va servir à l'État du Sénégal et aux Sénégalais. Dans cet élan de réforme, 4 ans après, vous parlez du contenu local, faut-il une révision de la loi sur le contenu? On rappelle les principaux objectifs, promouvoir l'utilisation de biens et services, développer la participation de la main-d'œuvre des technologies et des capitaux locaux,
Est-ce qu'il faut aller davantage vers ce segment ou pas? Mais bien sûr, c'est que l'idée qu'on a de l'utilisation du pétrole et du gaz, c'est pas seulement le pétrole et du gaz, c'est la chaîne de valeur. D'autant plus que ces entreprises ont acquis aujourd'hui de l'expérience. Tout à fait. Maintenant, après, c'est pour cela que ça soit la loi sur le contenu local, tout va évoluer. Dans un autre registre, Dr Khadim Bamba Diagne, rappelons que vous êtes écrivain, très actif ces dernières années, je le disais en propos liminaire, sur les questions socio-économiques et même politiques. Le président Bassirou Diomaye Faye est au pouvoir depuis près de 18 mois et pour le moment, le moins que l'on puisse dire est que les signaux socio-économiques ne sont pas au vert. On en a parlé tout à l'heure. Donnez-nous des raisons d'espérer des lendemains meilleurs au Sénégal. Alors, la première chose à faire quand on hérite d'une économie Kakoshim qui souffre partout, ça fait mal partout. Oui, jusqu'à présent, ça fait mal. Ça fait mal partout. Mais la première chose, c'est de dire la vérité aux populations. Le problème, c'est que le niveau d'endettement est lourd à tel point que ça tire le taux d'intérêt pour emprunter sur le marché. Mais l'État va trouver des stratégies pour pouvoir financer le plan de développement. Autant on met en place un plan de redressement économique, autant on met en place un plan de relance économique. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que nous sommes le pays qui va avoir le taux de croissance le plus élevé en Afrique. Alors, on ne peut pas être à 10% et seulement parler de redressement. 10% pour l'année, actuellement on est à 12%. 12%. Voilà. Mais hors hydrocarbures, on est à 3%. Mais l'hydrocarbure fait partie de la croissance économique. On n'est pas impacté, vous le disiez tout à l'heure. Socialement, les Sénégalais ne sentent pas le pétrole et le gaz. Sauf que ce que les gens oublient, c'est que la croissance, c'est la richesse créée à l'intérieur du territoire. Et quand on crée une richesse à l'intérieur du territoire, pourquoi toute la richesse est comptabilisée? Parce que ça impacte sur tout le monde. L'État va faire des sacrifices pour qu'il y ait moins de dépenses. Sacrifices annoncés mais qu'on ne voit pas encore. Alors, ce que les gens, parfois quand les gens parlent de dépenses de l'État, ce que les gens oublient, les dépenses de l'État, c'est des salaires. Et donc quand tu ne peux pas demander à un enseignant parce que de réduire son salaire, parce que non, ça dit que parfois les gens oublient qu'un État, chaque année, ses dépenses doivent augmenter. C'est ce qui est juste. Pourquoi? Parce que la population augmente, le nombre d'écoles augmente, le nombre d'hôpitaux augmente, le nombre, ainsi de suite, ainsi de suite. Et tout ça, c'est des dépenses encore en plus. Et quand les gens disent que oui, les dépenses sont... Mais si les dépenses n'augmentent pas, c'est grave pour un État. Un État, les dépenses doivent augmenter d'année en année. Ça, c'est un. La deuxième chose, c'est qu'il faut essayer d'optimiser. L'idée ici, ce n'est pas de réduire les dépenses, c'est d'optimiser les dépenses. C'est-à-dire, il faut faire quelque part des arbitrages. Est-ce qu'on doit acheter, comme ce qui s'est passé au Sénégal de 2019 à 2024, qui a explosé la dette? On a fait beaucoup d'investissements lourds. Mais jusqu'ici, pour reprendre votre mot, quels sont les effets concrets d'optimisation? On ne peut pas optimiser 2025 et voir les effets tout de suite et maintenant. Ça, c'est clair. Et aujourd'hui, même pour l'idée de mettre en place, de regrouper une partie des agences, c'est pas aussi simple parce que c'est des travailleurs, ainsi de suite. Tout ça, c'est... J'entends cette petite musique qui commence à monter, mais rappelons que c'est un engagement. Mais c'est quelque chose qu'il faut faire. Mais ce n'est pas une baguette magique, agence X, Y, vous allez être ensemble. Alors, ce n'est pas simple. Pour moi, c'est un travail. J'entends bien. Ce qui nous manquait pour moi dans nos États, pour moi, c'est quelque part la corruption. La seule chose pour moi qui mérite d'être combattue dans un État, c'est la corruption. Pour moi, une fois que la corruption diminue, nous sommes un pays en développement, soyons courageux pour construire le développement au Sénégal. C'est la base. Ah oui, parce que pour moi... L'adoption des 4 lois sur la transparence. Une fois que... Et la chance que nous avons, c'est que nous avons un président de la République, un premier ministre. Personne n'ose penser qu'ils sont corrompus. Un jour ou l'autre, ils seront des personnes corrompues. Et donc, une fois que la corruption est réglée, ce qui reste maintenant, c'est comment coacher cette relance de l'activité économique en se basant sur des ressources comme le pétrole et le gaz qui va impacter sur la chaîne de valeur de la production parce que nous sommes dans une zone instable. J'insiste sur les raisons d'espérer parce que le nouvel exécutif bénéficie peu ou prou encore d'un temps de grâce.
Vous avez écrit le livre Comment votent les Sénégalais, analyse du comportement de l'électeur de 1960 à 2016. Et je vous interroge là-dessus. Au pifomètre, on peut encore déduire une certaine opinion favorable. Ça, personne ne peut le nier, même si les critiques se font de plus en plus entendre. L'IDH, ça n'a pas bougé. La pauvreté est là. L'emploi des jeunes, n'en parlons pas. Il y a tous ces défis qui vous attendent. Oui, en fait, c'est que c'est normal, hein, parce qu'il y a une révolution en 2024. Il y a un changement complet. La chose politique a changé complètement. D'habitude, ceux qui faisaient la politique maintenant sont tous dans l'opposition. Oui. Et le gouvernement qui est arrivé, Ousmane Sonko a commencé à faire de la politique en 2014. Oui. C'est-à-dire que personne ne l'avait vu. Si c'était pas 10 ans. Voilà. Et si c'était pas l'élimination de Khalifa Sall et de Karim Wade, il sera difficile pour que Ousmane Sonko arrive à ce niveau. Donc c'est une guerre des politiciens qui a sifflé la fin d'une époque. Oui. Et donc il y a un changement. Et donc que les gens disent que la chose est lente. Je rappelle, de 2000 à 2002, c'est ce qu'on disait à Abdoulaye Wade. Oui. Et l'idée, c'était, bon, pour les plus âgés, Télé Touki Touba. Oui. Il n'avait que Télé Touki Touba pendant 2 ans. Oui. Il a changé 3 fois de Premier ministre, oui, jusqu'à 2002 avec Idriss Seck, et les choses commencent à bouger. Oui. Macky Sall, qui a été ministre de l'Intérieur, ministre de l'Énergie, Premier ministre, président de l'Assemblée nationale, on lui confie les rênes en 2012. Pendant 2 ans, il se cherchait. Le 19 mars 2013, quand Idriss Seck interpellait Macky Sall dans la radio Futur Média, oui, en lui disant que yëf yi doxagul. Bilan bi doxul. Oui. Et donc. Mais pour l'instant aussi, on peut dire que bilan bi doxul. Non, mais laisse-moi continuer. Oui. Et donc, il lui a demandé de se séparer des banquiers, le Premier ministre Abdoul Mbaye et Amadou Kane, qui était le ministre des Finances. Il a changé de Premier ministre. Et il a choisi Mimi Touré, qui venait avec... On accélère la cadence. Absolument. Je pense qu'avec Koutia, on ne peut pas oublier... Tout à fait, on accélère. Voilà. Et donc, clin d'œil à Koutia. Oui. Et donc, ça n'a pas marché. Et c'est à partir de 2014 qu'on a commencé à voir les fleurs de sa gouvernance, oui, avec le plan sénégalais émergent, les Yoonu Yokkute. Ce régime-là vient avec un niveau d'endettement énorme qui a perturbé tout l'écosystème. Et tout le monde veut que ça marche à la seconde qui suit. C'est-à-dire qu'on te donne du riz, de l'huile, et tu dis qu'à une minute, tu vas le faire. Ça fait presque 18 mois maintenant. Bientôt 2 ans. Mais ce qui est important, c'est que quand tu veux construire à long terme, oui, il faut faire des fondations. Maintenant, le malheur est que la fondation, les gens ne voient pas la fondation parce que c'est sous terre. Oui. Mais c'est la fondation qui tient le bâtiment. Okay. Quand tu veux gouverner les Sénégalais, parce que naturellement, de 1960 à 2024, oui, on était gouverné, chaque président venait avec des chantiers, après un autre président vient, c'est pas bon, on met d'autres chantiers. Mais on a du mal à avoir une vision très claire, très structurée. Et aujourd'hui, la chance que nous avons, c'est le gouvernement est en train de perdre du temps dans la méthode, dans l'organisation. Mais je vous dis qu'on est en train de faire une fondation. Et la fondation la plus solide, c'est l'immatériel. Pour moi, c'est la corruption. Au Sénégal, dans les pays africains, ouais, si on arrête avec la corruption et que si tout ce que Chérif gagne, c'est quelque chose qui est constaté, qui est visible, Chérif a un niveau, voilà, Chérif a un niveau de vie de temps. Pour reprendre Idrissa Seck, chaque centime que je possède a une origine propre et illicite. Une fois qu'on arrive à ce niveau, qu'on aille vers cela. À ce niveau, je vous dis que les Sénégalais, c'est des têtes bien faites, c'est des gens très structurés, c'est des gens qui peuvent construire un développement le plus rapidement possible. Et face à ce contexte, parce que n'oubliez pas, si le pétrole et le gaz jouent le rôle, le Sénégal va produire pour le reste du continent. Et je vous dis que on est en train de mettre en place calmement, doucement, parce que c'est une fleur qui pousse, ça ne fait pas beaucoup de bruit, ce n'est pas un baobab qui tombe. Oui. Et donc, mais ce qui est sûr et certain, c'est que les fondations, les gens sont en train de jeter les bases. Ça ne se voit pas dans un premier temps, mais ce qui est sûr et certain, avant la fin de la 3e année, oui, on va se soulager un tout petit peu de la dette avec une augmentation du PIB. Les gens verront quelque part les premiers fruits. On verra bien. On attend ces fruits. Merci beaucoup, Dr Khadim Bamba Diagne. C'était un plaisir de vous recevoir. Le plaisir est partagé, Chérif. Surtout venir aussi à Ivan Prod. Et ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu aussi. Ça m'a fait plaisir de te revoir. Et, oui,
parler de ton professionnalisme, parce que je me rappelle en 2019, et à la veille des élections, je te parlais des résultats, les 58% de Macky Sall. Tu m'avais demandé de ne pas le dire pour ne pas gâter la campagne. Donc ça c'est rare pour les journalistes. En tout cas, merci de l'invitation. Merci à vous. Pour Evenprod, c'était un plaisir de vous recevoir. Merci à vous de nous suivre sur la plateforme Evenprod. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater de nos programmes. Et on en profite d'ailleurs pour souhaiter joyeux anniversaire au président Abdou Diouf, que vous connaissez très bien, qui fête 90 ans. Le président Abdou Diouf qui incarne l'archétype de l'homme d'État au Sénégal. Merci à vous. À bientôt sur Evenprod.